Comédie terrestre de Belka. Exergue. Un nid abandonné, la larme de résine coulant sur le tronc d'un pêcher, la rivière, un givre, un cours d'eau. Menu souvenir de José Samarago. Les seuls heureux doivent être les ignorants. Journal de Hélène Baird. L'histoire qui va suivre n'est ni une biographie ni un manifeste politique. Il s'agit d'une pure fiction. Ce roman a été écrit d'un trait. Exergue. Je t'ai déjà dit que je t'aimais bien, en gros et en détail. Alors, détail, dit Chloé, en se laissant aller dans les bras de Colin, câline comme une couleuvre. L'écume des jours de Boris Vian. Chapitre 1. Une perdriole de janvier qui vole dans le bois. 1. Loin de la Terre. La station spatiale internationale sera à bout d'énergie dans 6 mois. Ses faibles batteries doivent être rechargées au plus vite. À cet effet, 3 cosmonautes viennent de rejoindre leurs coéquipiers déjà en place là-haut depuis une année. Parmi les heureux élus, en plus d'un cosmonaute russe et d'un cosmonaute américain, un cosmonaute européen fait honneur à l'exploration spatiale du vieux continent. D'ailleurs, il vient aujourd'hui de faire sa première sortie dans l'espace. Son auguste intervention a duré 6 heures. Il a pu, en compagnie de son camarade américain, recharger les anciennes batteries. De plus, il en a profité pour graisser certaines pièces sensibles de la station spatiale. Ainsi, elles résisteront mieux à la rouille interstellaire cosmique. Notre cosmonaute joue le rôle de garagiste de l'espace. Sur Terre, c'est la routine, le bal incessant des vils et vilains dieux de ce bas monde. Sur Terre, une décharge devait être fermée. Trop petite pour accueillir les déchets d'une capitale de 4 millions d'habitants en train de générer 300 000 tonnes d'ordures par an. Il s'agit de la capitale éthiopienne. Cocher, cette décharge comptait environ 300 habitants répartis dans une 50aine d'abris de toile et de tôle. 2. Oxygène extraterrestre. Après sa première sortie, le garagiste du vieux continent et son compère du nouveau monde sont rentrés dans leur capsule. Un bonheur immense habite Lucius, le nom de code du cosmonaute européen français, pour être plus précis, de la banlieue parisienne. Des étoiles brillent au fond de ses yeux, comme il aurait été ravi d'être accompagné par ses enfants, sa femme, ses camarades de lycée et son professeur des sciences physiques. Il se voit déjà de retour sur Terre, en train de raconter ses sensations, sa féerique expérience, mais trouvera-t-il les mots adéquats pour être précis dans la description de cet univers extraterrestre cosmique? Vite, lui revient une affirmation, dite par un dramaturge. Lucius le citera de mémoire plus tard à ses enfants, sa femme, ses collègues, ses voisins et voisines. Il puisera cette citation dans une interview accordée par Yacine Kateb. Ce comédien, ami de Bertolt Brecht, paraît-il, feu Yacine aurait dit
Le bonheur se vit, il ne se raconte pas. Sur Terre, oui, une difficulté. De dénicher un emplacement de rechange persiste. Il s'agit de la décharge éthiopienne. Comme dans de nombreuses métropoles du monde, en train d'émerger, beaucoup vivent des produits de la décharge. D'autres habitent sur place, faute de mieux. Chacun ses moyens. En janvier 2017, les autorités éthiopiennes et françaises ont signé un accord pour un prêt de 10 millions d'euros. Le but est de financer le projet de clôture et de réhabilitation de la décharge d'Addis-Abeba. 3. Bonjour les ondes terrestres. En attendant sa prochaine sortie dans l'espace, Lucius, encore sous l'émotion de son dernier contact avec l'espace éthéré, situé entre terre et ciel, s'occupe de façon ludique. Il participe à diverses expériences de sciences physiques, de botanique, de chimie et de bien d'autres domaines. Le but est de préparer la conquête de nouvelles planètes du système solaire. Mars, par exemple. Lucius adore aussi ses pauses, réglées toujours sur le temps universel terrestre. Elle consiste soit en une sieste de 14 heures à 15 heures, soit en la lecture du roman L'Exode terrestre, ou cette fiction d'anticipation écrite par le papa de Lucius, soit en la rédaction de quelques pensées à chaud jetées sur son carnet de voyage, soit, enfin, en une chronique en direct pour une radio astronomique d'information continue. Ainsi, Lucius joue l'envoyé spécial pour cette radio. Celle-ci, ravie, annonçait à ses auditeurs, à ses auditrices, cette chronique du samedi. Fidèles auditeurs, fidèles auditrices, notez bien ce nouveau rendez-vous. Notre nouvelle chronique nous viendra en direct des étoiles. Elle sera donnée pendant 6 mois chaque samedi à 8h33 par notre envoyé spatial Lucius. 4. Les femmes diaboliques terrestres. Sur Terre, la famille du cosmonaute nage dans une vraie euphorie. Ses vieux parents surtout. N'avaient-ils pas tout donné pour leur fils unique? Pourtant, ce n'était pas acquis d'avance, puisqu'ils gagnaient difficilement la baguette quotidienne. À ce sujet, quand leur enfant unique avait eu 14 ans, la sœur du père, directrice d'une agence de menuiserie, proposait à son frère de lui envoyer Lucius et, du coup, le déscolariser. L'enfant, alors, aiderait à relever le niveau de vie de sa famille. Non, non, jamais ça, Clarisse, avait furieusement réagi le frère. De mon vivant, Lucius, tant qu'il kiffera l'école, je l'aiderai pour aller aussi loin que possible. Je ne veux pas le voir suivre le parcours de son père, ses oncles et tantes. Maçon, menuisier, vigile, veilleur de nuit, marchand ambulant, concierge, femme de ménage, éboueur, c'est bon. Le disque est rayé, faut changer de secteur d'activité et viser plus haut. Se rapprocher du ciel et des étoiles, je le veux médecin, dentiste, ingénieur, avocat, architecte et patron, aide-toi et le ciel t'aidera. Le père de Lucius ne prononçait pas un slogan. Ce fut par conviction qu'il répétait, à qui voudrait bien l'entendre ou le moquer: « Mon fils, j'en ferai un génie, un cadre exceptionnel, et supérieurement supérieur, céleste, un intellectuel même, un bon citoyen capable d'associer science, conscience et scrupule. Je le mettrai en garde
contre toute dérive et facile corruption de sa personnalité. Je sais, l'argent, quand il coule à flot, conseille mal, je sais. Tout humain parvenu court le risque d'être corrompu par l'oseille, comme il risque de s'attirer la sympathie, de la jalousie de ses proches ou collègues ou bien inconnus. Je lui apprendrai le respect du genre humain dans son large éventail afin de savoir se protéger efficacement, poliment contre les rapaces, les vautours, les requins et les femmes diaboliques, terrestres, terriennes ou sirènes des mers, calmes ou torrentueuses. 5. Le paradis spatial artificiel. Lucius est content du déroulement de ses expériences spatiales, ainsi que celles de Jora et Li Shu Ayurved. Ses 2 camarades embarqués là-haut avec lui depuis déjà 1 mois. Jora est une cosmonaute russe, Li Shu Ayurved américaine. Au contraire de ses coéquipiers, Lucius ne s'attarde pas sur ses travaux de recherche. Dès la fin de ses expériences, telles décrites sur le cahier embarqué depuis la Terre, il note les résultats et basta. Jusque-là, tout lui sourit. Les résultats correspondent exactement aux résultats attendus, comme relevé dans le scénario de test de chaque expérience extraterrestre. Lucius, au cours de ses pauses, s'amuse à malicieusement observer les océans et les 4 ou 5 ou 7 continents, les zones en guerre, le nuage de pollution formé par-ci et par-là, au-dessus des grandes métropoles. Grâce à son télescope chirurgical, Lucius parvient à localiser les humains dans leurs moindres déplacements, leurs situations les plus intimes, ubuesques parfois. Il aurait même découvert un nouveau continent, mais il n'en est pas certain, il verra ça avec ses potes. Normalement, il n'a pas le droit de moucharder, à partir du ciel, les terriens et les terriennes, mais personne sur Terre n'est au courant de cette surveillance, somme toute inoffensive. Et puis, à en croire Lucius, le but serait de surprendre par chance l'homme, la femme, dans leur primitude la plus primitive et sauvageonne, au cœur même des cités urbaines vantées pour être habitées par des homo sapiens sapiens, dits civilisés et raffinés. Que faisons-nous quand nous nous retrouvons seuls, en forêt, dans un parc, une voiture, au sommet d'une falaise, un volcan en sommeil? D'aucuns, à suivre les hypothèses saugrenues, salaces de Lucius, ne peuvent imaginer que l'homme moderne, la femme moderne, une fois seule au monde, du moins supposée l'être, se comporte comme les primitifs les plus authentiques, et cette authenticité enfin révélée réconforte gaiement Lucius. Moi aussi. 6. L'enfer de Dante? Sur Terre, le printemps s'installe avant l'heure. 6. L'enfer de Dante. Sur Terre, le printemps s'installe avant l'heure.
C'est mi-février. À Paris, le froid s'en est allé très vite. La gentille douceur s'invite au grand regret des magasins de doudounes, bonnets de laine, écharpes, gants et parapluies. En France, la campagne électorale peine à lancer les vrais débats et donner du coup ses lettres de noblesse à la démocratie française. Les discours populistes se relaient sur les écrans de télé, les ondes radio ou les colonnes de journaux. Ah, ça marche. Ce matin, un mendiant range son ballot au commencement de la rue Fontaine, place Blanche, en face du Rouge Moulin. Puis il met un sac à dos dans sa main gauche et il s'en va d'un pas mi-lent, mi-rapide vers la poste de la rue Douai. Il en récupère un colis expédié par son imprimeur. Le lendemain, ce même mendiant se déplacera en personne au siège d'un éditeur parisien, 6 rue des Mots Fades. Le directeur himself l'accueillera. Vous voudriez l'aumône, monsieur? Je ne viens pas pour ça. Voudriez-vous passer aux toilettes, peut-être? Je ne suis pas alcoolique, et pour ça je vais aux toilettes publiques, ou de temps en temps je rentre dans mon appartement, tout près de Nord-Jean. Cher monsieur, vous êtes chez un éditeur respecté et respectable de la littérature mondiale. Faudrait peut-être penser à publier des auteurs parisiens, français, européens, avant de nous vendre des plumes étrangères. Un classique italien vient d'être réédité. Dans ce cas, voici 3 romans de ma pomme. 7. Le cosmonaute avait 5 ans. Sur Terre, le même bras de fer se joue, comme depuis la naissance de l'univers. Bras de fer entre le jour et la nuit, l'été et l'hiver, la plaine et la montagne, la tradition et la modernité, le riche et le pauvre, le café et le lait, les blancs et les noirs, le mari et la mariée, les parents et les enfants, le patron et les salariés, le président et les ministres, les dictateurs et les peuples opprimés, les filles et les garçons, les autochtones et les migrants, les bons élèves et les soi-disant cancres. En général, ce bras de fer finit très mal. La nuit finit par dominer le jour, qui, à son tour, la dominera 12 heures plus tard. L'été aussi finit par bien s'imposer devant l'hiver, qui, 6 mois après l'avènement de la période estivale, reprend les rênes par son show météorologique, vent, orage, neige, bourrasque. De même, tantôt la tradition s'impose, tantôt c'est la modernité la grande gagnante de même. Tantôt le riche vainc et malmène le pauvre, et parfois c'est l'inverse. Le hasard naturel immanent assure une sorte de retour à l'équilibre. De même, tantôt c'est le café qui est bien coté dans les bistrots, tantôt c'est le lait, et parfois la balle est mise au centre, grâce aux crèmes consensuelles lequel met tout le monde d'accord, pas de jaloux au petit déjeuner. De même, tantôt c'est le noir qui domine le blanc, et parfois l'inverse se constate. Mais les patrons prennent souvent le dessus sur les salariés, corvéables à merci, idem pour les militaires devant les civils, les garçons devant les filles, les financiers occultes devant la faune et la flore, les parents devant les enfants à l'image des fessées, et des punitions subies par Lucius à 5 ans. 8. Le cosmonaute avait 10 ans. Sur Terre, des coachs fleurissent pour tout et n'importe quoi, mais disent-ils pour le bien et le bonheur de tous et toutes. Bonjour le coach, pour bien préparer sa nuit de noces. Bonjour le coach, pour vendre sa maison. Bonjour le coach, pour bien préparer son examen d'embauche. Bonjour le coach, pour bien arnaquer son banquier et lui soutirer un prêt conséquent pour réaliser son tour du monde aux frais de la princesse. Bonjour le coach déco, pour recevoir chez soi ses invités et leur faire voir plein les yeux. Bonjour le coach, avant de prendre l'avion, le bateau pour une destination exotique.
Bonjour le coach pour vous aider à conclure de bonnes affaires lors de la prochaine session des soldes. Bonjour le coach pour vous guider afin d'éviter certains éléments de langage susceptibles de fâcher lors de votre passage à la radio, à la télé. Bonjour le coach, chéri, adulé, bienveillant, le coach des belles allures, des soyeux défilés de mode, le coach de la communication par le style, le vêtement, le regard en feu, les cils mèche à mèche, le sac en bandoulière et les seins à l'air, haut les mains, la cigarette au coin des lèvres, le clin d'œil qui tue, la frange à la Sophie Marceau, les abdos au chocolat, ça s'appelle les codes sociaux ou corporate, paraît-il. Le mendiant du Moulin Rouge relève un plaisant malentendu, ubuesque, devant les émissions télé consacrées au relooking du vestimentaire. Il s'agit là de son coup de gueule, thème principal de son dernier roman, celui déposé chez l'éditeur de la rue des mots fades. J'espère que vous n'avez pas déjà perdu la mémoire, cher lecteur, chère lectrice. La première phrase de ce texte daterait du jour anniversaire des 10 ans du mendiant, même âge que Lucius, paraît-il. 9. Le cosmonaute avait 15 ans. Sur Terre, attardons-nous au cœur d'un pays riche, une ville dynamique, la France, Paris. Le mendiant du Rouge Moulin vient de finir la lecture de son journal du soir. Au vu des enquêtes d'opinion, la tendance était la totale insatisfaction générale. Une dépression en sourdine couve partout. Elle n'épargne même pas les psychologues, censés pourtant détenir le bel élixir guérisseur, le vrai efficace antidote. Tout le monde se lamente, tout le monde ne cesse de gémir, tout le monde proteste. Les célibataires ont enfin hâte de se mettre avec leur alter ego, leur âme sœur, si l'on veut, mais ils se séparent, aussitôt l'union tant rêvée est-elle conclue, en bonne et due forme. Au bureau, les petits chefs bombent le torse devant les plus inoffensives des assistantes et secrétaires. Ils tentent de jouer le Dieu, le Père, tandis que leur femme, en parallèle, est en train de filer la parfaite liaison avec le voisin du 5e étage. Tout l'immeuble le sait, tout le quartier, toute son entreprise. Pauvre Marie chahutée, le Dieu, le Père, mal récompensé, intranquille. Sur Terre et sur la toile numérique terrestre, les arnaqueurs et les menteurs, les marchands de tapis et les escrocs de tout bon tendent des pièges à d'autres arnaqueuses, à d'autres menteuses, à d'autres marchandes de tapis, à d'autres escrocs. Et le lendemain, tout ce beau monde, abonné aux réseaux sociaux, adepte des rencontres virtuelles, des soldes sur la toile digitale, se rencontrera autour d'un café. Cette boisson leur sera servie par un distributeur automatique. Tout en lapant ce médiocre breuvage exécrable, ce beau monde se racontera ses prouesses de la veille, ses achats à prix bas sur tel site de vente en ligne tellement fier, de sa maîtrise des achats express tellement réconforté, par son expertise dans le partage des photos et des ragots à travers les réseaux dits sociaux. Chacun se prend pour un vrai génie, une telle victoire sociale. Aux yeux du mendiant du Rouge Moulin, de la Place Blanche, ces consommateurs digitaux ne seraient que des coquilles vides, plutôt à plaindre qu'à blâmer. Curieusement, Lucius, dès ses 15 ans, aurait dit à ses parents « Mes camarades sont des coquilles vides, impossible de compter sur eux. Hier, ils ont refusé de me prêter un taille-crayon pour me dépanner lors du cours de dessin. Ils sont jaloux de mon QI supérieur
à la moyenne. 10. Le cosmonaute avait 20 ans. Sur Terre, tout finit par se tasser. Sur Terre, les échanges interhumains s'accentuent de plus en plus sur la planète virtuelle en particulier. Mais certaines femmes, certains hommes ont gardé les habitudes, bonnes ou mauvaises, des échanges épistolaires d'antan. Ils échangent encore grâce au papier noirci par une encre, à l'image du mendiant de la place Blanche rue Fontaine, en face du Rouge Moulin. À ce sujet, son dernier roman, Humaniste, a été écrit exclusivement avec un stylo à plume, d'une belle écriture, lisible partout, lisible par tout le monde. Sur Terre, de temps en temps, la littérature se nourrit de la littérature, à l'image d'un roman de Thomas Mann, basé sur une rencontre, celle entre von Goethe et Lotte. Le mendiant de la rue Blanche, grand fervent défenseur du romantisme allemand, cite justement Goethe dans son récent manuscrit remis en main propre à la moche hôtesse, Adeline de la Fêlure, de l'Accueil, des éditions des Mauffades. Pour notre mendiant, dans Les souffrances du jeune Werther, le romantique écrivain germanique s'est livré finalement à, une sorte de persiflage pour se moquer peut-être contre la timide sentimentalité, un tant soit peu bafouée, interdite, bien outrée de l'époque de von Goethe, paraît-il. Le mendiant appuie son interrogation, ce jugement sévère, après avoir noté que ce sentimental fragile auteur s'est, à travers son œuvre littéraire, amusé à continuellement jouer à l'intérieur de ses textes, jeux sous forme de mascarade, farce, satire puritaine, parodie vaudevillesque, divertissement littéraire, etc. Pour le mendiant, Goethe n'aurait cessé de jouer constamment avec son public, ses lectrices surtout. Il joua de façon ludique, néanmoins. Et le mendiant du Rouge Moulin l'imite. Il s'en délecte à son tour, à l'en croire. Son récent roman, remis à mademoiselle Adeline de la Fêlure, serait dicté, motivé par le même esprit romantique, ludique et germanique. Serait-il à la hauteur du haut niveau international reconnu au grand von Goethe? Ce dont le mendiant, lui, doute fort bien. Il ne se fait aucune illusion quant au verdict à venir. Les éditions des Mauffades refuseront son manuscrit étant donné que son thème ludique romantique germanique n'apportera rien de neuf à la littérature mondiale. Et moi aussi, je m'attends à ce genre de reproche tout à fait légitime. Et Lucius avait 20 ans quand sa tante lui avait, comme cadeau d'anniversaire, offert ce livre dit romantique germanique de von Goethe. 11. Le cosmonaute avait 30 ans. Sur Terre, certains gagnent difficilement le pain de leur déjeuner et de leur dîner. Ils le méritent grâce à la sueur de leur front, mais à l'opposé d'autres hommes, d'autres femmes, nés avec une cuillère d'argent, n'ont pas besoin du tout de suer pour manger, s'amuser, s'habiller, étudier, voyager, se déplacer. Ils sont nés dans une famille riche, dotée de toutes les commodités, toutes les facilités, mais ils tournent mal. Mais elles tournent mal. Le mendiant de la rue Fontaine en est un cas. En effet, il naquit avec une cuillère d'argent. Mais il n'avait pas su garder le cap et le sérieux minimum pour ne pas sombrer. Vraiment ? Le mendiant du Rouge Moulin n'est pas de cet avis. Lui parle de choix personnel. Pour lui, rien n'est acquis. Pour lui, personne
n'est obligé de suivre au pied de la lettre les conseils de ses parents. Pour lui, personne n'est censé écouter ce que nous disent les écoles traditionnelles ou modernes sur le sens de la vie, du bonheur, de la mort, de la réussite. Pour lui, les aspirations changent d'un humain à l'autre. Pour lui, l'être humain a plus besoin de réconfort amical, zen, que de confort luxueux, matériel. Pour lui, la vraie réalisation noble, solidaire, durable d'un individu est de l'ordre du privé. Ne parle-t-on pas de réalisation personnelle? Pour le mendiant de la place Blanche, la réalisation collective de toute société civilisée dépend de la belle, jolie réalisation privée, individuelle de ces individus. Une question devrait être posée à Lucius une fois retourné sur Terre. La quête d'une réalisation personnelle influe-t-elle sur le groupe là-haut, à l'intérieur de la station spatiale? Effet positif? Effet négatif? En tout cas, à 30 ans, Lucius avait moqué son psy après que celui-ci lui eut conseillé de se réaliser au détriment d'autrui. Le psy parlait de réalisation personnelle du futur cosmonaute spatial. 12. Le cosmonaute avait 35 ans. Au-dessus de nous, Lucius, le cosmonaute, a fini par s'interroger au cours de sa pause spatiale. Qui réellement est l'humain? D'où vient-il? Où va-t-il? L'histoire des humains, selon le mendiant du Rouge Moulin, fait partie intégrante de l'histoire de la vie terrestre. Il pense en outre que l'histoire de la vie sur Terre va de pair avec l'histoire de la Terre elle-même et que l'histoire de notre planète bleue est indissociable de l'histoire du cosmos, de l'univers. Et de là-haut, les expériences de Lucius et ses camarades ne vont pas au-delà des petites préoccupations des terriens et des terriennes, lesquelles préoccupations sont dictées par des choix politiques en général, subjectifs, régis par la société des loisirs. Mais les scientifiques jouent le jeu. Ils tentent de gagner quelques miettes pour financer leurs travaux de recherche. Ils avancent masqués devant les radins politiques et les militaires. À ce sujet, le mendiant de la place Blanche, à l'affût, en parle dans son récent roman. Il en parle de façon détournée pour ne pas susciter quelques craintes ou quelques suspicions de la part des frileux directeurs éditoriaux des maisons d'édition parisiennes. Pour cela, il noie le poisson, son soupçon, dans une avalanche de thèmes tantôt pertinents, tantôt enfantins, comme les amours platoniques, les plumes à quatre mains, le bel humain immature, Marguerite de Navarre ou la sœur de François Ier, un roi de France, les hominidés de Tanzanie, les paix de Saint-Germain, la démocratie d'opinion participative, la probité mise à mal des candidats aux élections présidentielles, en France, en Algérie et partout. Surtout, le mendiant de la rue Fontaine noie son poisson dans un buzz incongru. Oublions les minables stratégies humaines terrestres. Voyons la séance de méditation de Lucius, son évasion extraterrestre. Comme chaque jeudi soir,
Il est en train de se revoir en classe. L'institutrice, sur l'estrade du préau, inaugurait la fête de fin d'année. Elle appelait une chorale, une fois le chœur bien en place, elle l'interrogeait. « Alors, quel joli et pittoresque cadeau le chevalier servant se doit-il d'offrir à sa princesse, par exemple, au mois de janvier ?» La chorale s'enhardissait à chanter à gorge déployée vite. Elle mettait de la joie dans la salle des fêtes et les cœurs de leurs camarades et leurs parents venus exprès applaudir fiers leurs chérubins. Chantons! Au premier mois de l'année, que donnerais-je à mamie? Une perdriole qui va, qui vient, qui vole. Une perdriole qui vole dans le bois. C'est incroyable. Lucius est marqué par cette cérémonie pour la vie. La raison, joyeuse, tient à la chance de notre cosmonaute quand il fréquentait le collège. Bon élève, il montait chaque fin d'année sur l'estrade. Il recevait soit le premier prix, soit le deuxième prix, soit le troisième prix. Une fois marié, Lucius avait oublié tout ça. Mais, lorsqu'il eut 35 ans, un prix avait été attribué à son fils aîné, Dylan. Et le père se vit à la place de l'enfant le soir même. Il offrait à son petit ange un disque musical, un florilège de chansons populaires dont la perdriole, laquelle avait marqué toute une génération scolarisée dans un collège de légende. À partir de ce moment, Lucius avait décidé de se mettre à une sorte de méditation qui vole dans les bois et désormais dans l'espace extraterrestre, cosmique, interstellaire. Chapitre 2. Deux tourterelles de février. 1. Quantité et qualité des mots. Le mendiant de la rue Fontaine parviendra-t-il à réussir la noyade de son poisson concernant une moche censure imposée par certaines maisons dites d'édition et d'autres médias? La réponse à cette épineuse question ne tardera pas à nous parvenir. Si le roman envoyé aux éditions de la rue des Mauffades est refusé, alors cela voudra dire que notre mendiant a bien échoué dans sa tentative de noyer son poisson démocratique. Vraiment? À moins que ce ne soit son style, lequel aurait déplu au comité de lecture de cette maison de la rue des Mauffades. Cet éventuel refus pourrait-il être attribué à d'autres raisons? Et si d'aventure ces éditions fades ne publiaient que des essais, des biographies et des policiers? Le mendiant a-t-il vérifié que son manuscrit correspond bien à la ligne éditoriale des Mauffades? Eh bien, la semaine passée, j'avais posé toutes ces questions à Maxence, le mendiant de la Place Blanche. C'est officiel. Son roman est en règle vis-à-vis des exigences des éditions des Mauffades. Surtout, cette maison représente exactement l'interlocuteur idéal, ciblé, recherché par le mendiant. Ce dernier avait en effet été séduit, convaincu par la page d'accueil du site web des Mauffades. Cette page souligne la totale indépendance de cet éditeur vis-à-vis de quelque lobby que ce soit. C'est écrit noir sur blanc. Guillemets. Notre maison est animée des collaboratrices expérimentées. Nous sommes un éditeur indépendant. Nous publions une dizaine de nouveautés dans l'année. Les domaines abordés sont la fiction classique, la fiction historique, la fiction érotique, l'essai, la poésie. Ce rythme de publication sobre, réfléchi, nous permet de suivre au pas de danse nos auteurs. Nous optons pour la qualité, la quantité, plus tard. 2. La disparition de Fox News. Suite à son soupçon d'avoir découvert un continent errant, Lucius a été moqué par ses camarades. Finalement, ce n'est pas un 8e continent.
Ce ne peut être envisageable que jusque-là les astronautes aient raté une telle observation. Pour eux, Lucius est en train d'halluciner. Pour le calmer et le raisonner, le docteur de la station spatiale lui a vite administré un somnifère à base de camomille et de cannabis. Et voilà. Cela fait 3 jours que Lucius ne se réveille plus. Cela fait 3 jours que ses expériences somnoles pourraient être déroulées. En attendant son réveil, ses camarades, le nez dans le guidon, se livrent studieusement à leurs activités spatiales. Maintenant 6 jours sont couchés et Lucius ne se réveille pas. Le docteur ne s'en inquiète pas autant que ça. Une certitude, Lucius n'est pas mort. Aucun décès extraterrestre ne sera signalé de là-haut au bas monde, aux terriens et terriennes, cela s'entend. Mais la radio, qui, calculatrice, paya une somme colossale pour s'octroyer une chronique spatiale quotidienne de Lucius, se voit obligée de réagir, afin de faire amende honorable, pour ainsi dire. Pour sauver la face, elle a été contrainte de présenter 1000 excuses à ses annonceurs, ses auditrices, ses auditeurs. Elle a magistralement communiqué comme un tour de passe-passe. Elle a réussi intelligemment à bien embrouiller tout ce bas monde dont les oreilles sont rivées sur les ondes cosmiques de là-haut, celles de Lucius, son scaphandre et sa capsule. La raison donnée par la radio porte sur une panne au perché relative à finalement un mauvais réglage de la radio spatiale impossible à capter par la radio terrestre. Pourquoi cette soudaine coupure? Là-haut, la bonne fréquence a changé. De fil en aiguille, comme la radio d'information continue terrestre demeure calquée sur l'ancienne fréquence spatiale, alors la communication s'avère impossible à donc établir entre la Terre et la station internationale extraterrestre. Mais des rumeurs courent et volent comme une perdriole. Lucius, lors de sa seconde sortie, détaché de la station spatiale, aurait essuyé un incident. Un câble de rattachement à la capsule se serait détaché. Lucius ne serait retenu à la vie que par 2 câbles. Par conséquent, sa manœuvre pour rentrer au bercail spatial aurait échoué. Selon Fox News, une lutte acharnée serait engagée. Lucius parviendra-t-il à rentrer au chaud, sain et sauf? 3. Jadis la probité. Certains journalistes, certains médias médisants sont prêts à tout pour avancer, tout et son contraire. Ils ne se soucient jamais de la véracité de l'information à balancer aux oreilles des auditeurs, des auditrices, aux yeux des téléspectatrices, au bout des clics de souris des internautes. Ils se positionnent à l'affût de la moindre fuite médiatique sensationnelle. Ces mêmes journalistes et médias ne sont pas gênés pour adopter la marche arrière. Dès lors, ils lisent un communiqué pour se démentir eux-mêmes, par eux-mêmes. Le chemin est tracé. Dès la réunion ou briefing du matin, afin de cogner, manipuler l'opinion publique, la mettre sous pression. Une vraie course au secret d'alcôve, au lynchage, au buzz. Maxence, le mendiant de la rue Fontaine, en face du Rouge Moulin de la place Blanche, avait autrefois exercé un métier avant la bulle Internet du récent début des années 2000. Il cognait dans bien des articles et chroniques. Maintenant, il s'en excuse. Lucide, il s'en repent, sans fierté ni lâcheté. Soudain, il s'accable d'une dette vis-à-vis de la collectivité. Son choix était vite fait, suite à donc un procès intenté contre lui par la sœur
de la femme de César, un premier ministre d'une république dite bananière. Les méconnues petites îles gauloises, à proximité de certaines îles danoises. Maxence ne réussit jamais à bien articuler le nom de ces îles, nom imprononçable. Au cours de son enquête, prétendument fouillée, Maxence relevait un vil emploi dit fictif financé par la Commission européenne. Ce poste aurait concerné la femme de ce Premier ministre de ces îles bananières. À suivre les pièces à conviction de Maxence. Notre dévouée journaliste d'investigation en ligne, la dite dame, aurait perçu plus de 100 000 $ UE. Cette somme serait relative à malheureusement un poste jamais occupé par Madame l'alter ego du Premier ministre, une vraie combine. Toujours à en croire les fouilles de Maxence. Combine ficelée par Monsieur son Excellence le mari ministériel. Ce dernier l'avait déclaré comme étant son assistante parlementaire attitrée. Sauf que des visus, personne ne la voyait dans l'exercice de ses fonctions. Et l'arnaque, la vraie combine, la moche triche, résiderait dans le compte crédité. Le salaire versé à sa femme alimentait le compte bancaire du Premier ministre. Une question légitime. Maxence soupçonnait effectivement la dame d'avoir été rémunérée pour un poste fictif et le mendiant de la rue Blanche alla très loin. Dans son macabre soupçon à fouiller dans la poubelle du Premier ministre, sa femme savait-elle avoir été déclarée comme assistante parlementaire étant donné que son prétendu salaire enrichissait plutôt le matelas de son mari au lieu de créditer le compte bancaire de madame ? 4. Jeudi 23 février 2017. Dans la capsule de la haute station spatiale, Lucius vient de se réveiller. Demain, il reprendra sa chronique au profit de la radio numérique terrestre. Maxence en sera bien ravi, soulagé. Jusque-là assidu, il avait suivi toutes les précédentes interventions spatiales venues de là-haut du ciel extraterrestre. Maxence a beau végéter dehors, une radio miniature ne le quitte jamais. C'est la nuit qu'il s'y branche longuement. Alors cette nuit, il a sauté de joie quand, au bout des ondes, il apprenait la reprise du contact avec le journaliste spécial spatial. Il avait hâte de voir le jour se lever. Et vite un sommeil l'avait enveloppé. Puis, un noir cauchemar vint tout perturber chez lui, atténuer son euphorie à l'idée de réentendre de nouveau la voix scientifique de Lucius, son camarade de collège à ce qu'il paraît. En pleine noire panique, une question ardue le piqua. Est-ce vrai tout ce que Lucius nous raconte depuis là-haut ? Puis il se calmait, vite il attribuait à son récent cauchemar ce moche soupçon relatif à d'éventuels mensonges extraterrestres proférés par le cosmonaute à travers les ondes spatiales de la radio numérique terrestre. Après tout, personne ne pouvait vérifier les observations de Lucius et ses camarades, à moins d'y aller en personne, se poser en dehors de notre planète bleue, explorer des visus l'espace, le cosmos. Et ce voyage n'est pas donné pour le commun des terriennes et des terriens. Qui sait finalement si les centres de recherche ne nous cachent pas des secrets cosmiques relatifs à l'existence peut-être d'une vie extraterrestre. C'est, oui, en se posant cette terrible, effrayante question que Maxence apprend à travers sa radio miniature que l'agence spatiale américaine, en ce jeudi 23 février, vient de repérer 2 vraies exoplanètes.
5. Scandale ou désinformation? Plus de 10 ans plus tard, l'image de la sœur de la femme des îles dites bananières poursuit encore Maxence. Comme cette image mentale indélébile le hante, qu'il rêve ou qu'il veille, le visage doux de mademoiselle Ingrid, la sœur bananière, remplit l'âme de Maxence, le mendiant de la rue Fontaine de la place Blanche, touristique parisienne voisine de la rue Le Pic, du pittoresque village cher à feu Dalida, et riche d'une fournée de musées, ce quartier où vécut un écrivain dit de la génération perdue. À présent, quand Maxence ferme les paupières, à demi ou complètement, dans la partie de son front où subsiste une sorte de vision invisible mais intérieure, demeure vivace le regard doux de mademoiselle Ingrid, sans rancune. Ces paroles sifflent encore dans les oreilles du journaliste en apprentissage à l'affût du scandale, capable sur le champ d'avilir, moquer, détruire, rabaisser, venger, affaiblir, torturer, insulter, amuser la galerie, désigner à la vindicte médiatique, ruiner, tromper l'opinion publique, inquiéter, semer le doute, cultiver la haine, désapprendre la paix des généreux braves, la présomption d'innocence, gifler, tirer sur les ambulances, déclarer la guerre, initier le bras de fer, mésestimer la plus honnête femme, l'homme le plus intègre et généreux. Oui, Maxence, à l'image de ses confrères, ses consoeurs, ne se gênait pas pour tirer comme ça, à fleuret moucheté, sur toute personnalité publique, dans un ultime dessein, la ridiculiser, lui attirer des ennuis judiciaires populaires. Ces folliculaires, tout compte fait, couraient derrière l'argent sale, leur propre célébrité. Ces folliculaires qu'était une invitation sur un plateau de radio et de télé, plateau aussi médiocre que ces journaux à scandale, puisque ni ces radios ni ces télés, comme ces prétendus journaux dits d'investigation, ne respectent la moindre élémentaire charte éthique déontologique. 6. Météores émotifs. De retour, Lucius parlera demain aux terriennes, aux terriens. Il démentira les ragots de Fox News que le nouveau président est en train de critiquer à grands coups de gazouillis à travers un réseau dit social que l'on a tendance à désigner par gazouillage. Les professionnels appellent ça Twitter, ou ce mot bateau inventé bêtement par un troupeau d'experts apparemment dans la communication spontanée pour échanger malheureusement une information fade, ridicule. Oui, demain, la belle vérité interstellaire éclatera. Lucius, selon Maxence, parlera de sommeil simulé ou de sommeil paradoxal. Allez savoir. Et si notre cosmonaute expérimentait le genre de rêves lesquels remplissent le sommeil extraterrestre, c'est fort probable. Souvent, le rêve nocturne reflète nos joies, nos peines, nos espoirs, nos privations, nos peurs, nos frustrations, nos extases borderline, irréalistes, irréalisables. Et le rêve spatial, que peut-il dénoter, réfléchir, refléter, projeter sur le miroir de la vie terrestre projetée là-haut,
à l'intérieur d'une capsule aéronautique spéciale spatiale. Là-haut, la sémantique des objets terrestres reste-t-elle invariablement invariable, telle que définie ici-bas? Une joie sur Terre, est-ce la même joie spatiale extraterrestre? Une moche peine extraterrestre, spatiale, équivaudrait-elle à une peine terrestre? Un espoir terrien se conjugue-t-il avec les mêmes émotions spatiales là-haut, chez Lucius et ses camarades en apesanteur? Une privation spatiale, est-ce similaire à une basse mineure privation terrienne ici-bas? Les mêmes interrogations légitimes peuvent se formuler afin de comprendre la peur, la frustration, l'extase spatiale. En un mot, nos émotions dépendent-elles de notre adresse géographique, spatiale, topographique? Les émotions terrestres sont-elles les mêmes, au battement de cœur près, à la couleur pourpre près du visage Rubicon, au frémissement près du cuir chevelu, que les émotions spatiales, sûrement spéciales, loin de la Terre et de Dame Nature? En un mot, une bijection pourrait-elle être démontrée entre ces deux univers, ces ensembles émotifs, d'un côté l'univers extraterrestre, de l'autre l'univers terrestre? 7. Peuple corrompu. À sa grande, belle, inattendue surprise, Lucius, depuis son long sommeil, a perdu de sa fascination pour la terre, vue du ciel, admirée du ciel. Serait-ce un trouble de la mémoire? Il parle, à propos d'elle, à ses chers camarades. Notre astre bleu est, quoi qu'on en dise, peuplé de coquilles et de coquillages vides. Pour lui, l'homme, la femme sont des coquilles vides, bien intégrales, sans cesse en train d'amuser la galerie, bien loin d'être remplis du jus de l'albumine nourricier utile à la santé sociale collective, utile au réel vivre ensemble, à la paix des braves, loin des guerres dures ou celles encouragées, ici, là-bas, ailleurs, partout, à travers des discours en train de diviser au sein même de la cellule familiale. Ne parlons pas des discours populistes, étalés sans honte, ni état d'âme par certains hommes politiques, femmes politiques, certains candidats aux prochaines élections présidentielles, au Congo, au Burundi, au Brésil, en Algérie, en Allemagne, en Pologne, en Colombie, en Chine populaire anti-occidentale, en terre de la Sainte Russie, en Amérique, de M. Donald T., porté en triomphe par une certaine démocratie, laquelle mouvance est en train de rejeter un établissement pourtant républicain. Partout la guerre est déclarée par les forts contre les riches, et vice-versa. Si seulement l'une des parties avait le courage d'exterminer son adversaire, on en serait quitte. Qu'est-ce que c'est que toutes ces haines, ces désamours, ces insolidarités? Pour Maxence, il s'agit d'un simple jeu diplomatique fréquent joué à l'approche de chaque joute électorale électrique. Apparemment, l'humain, en campagne électorale, dit tout et son contraire. Les forces du mal lui manqueraient à l'heure justement où précisément, enfin élu à la tête de son pays, elles lui seraient nécessaires
pour réaliser ces macabres promesses pour lesquelles les masses populaires l'avaient porté en triomphe au sommet d'une république dite démocratique, populaire, juste. 8. Mohan de Saint-Germain. Lucius a reconquis son optimisme. De là-haut, il vient de régler son télescope spatial à braquer sur une zone dite domaine Lingot, ou la propriété bucolique des parents de Marie Lingot. Que voit-il depuis le ciel extraterrestre? C'est un peu flou. Alors Lucius change le zoom de l'objectif télescopique, c'est mieux. La vision s'améliore. De là-haut, tout vient de lui apparaître plus nettement. Il accède aux images et aux sons, étant donné que l'un des convives, chez la famille Lingot, porte un appareil réglé sur la fréquence de Lucius, cet envoyé spatial, payé chèrement par la radio de l'information continue. Ce complice terrestre, un terrien, est accompagné d'une femme, Alba. Toute la presse mondiale l'apprendra quelques mois plus tard. Les voilà en train de s'arrêter, émus, devant un château splendide. Au même moment, une femme, Marie, la quarantaine, apparaît au balcon silencieuse. Le détective du cosmonaute et mademoiselle Alba ne la voient pas. Ils sont tellement bouleversés, subjugués par l'entrée splendide du château. Il s'agit d'une grille en fer, un portail blindé. Tout ça, oui, est soutenu grâce à 3 piliers en triangle, hauts de 4 mètres environ, édifiés à base de pierres, extraites de façon illicite des catacombes parisiennes. Sur chaque sommet de chaque pilier, le détective terrestre et mademoiselle Alba voient une tête de biche encadrée par une tête de mort en fer forgé. Des yeux en bronze sortent, effrayants, de chaque biche. Lucius reste figé devant ce panorama provençal. Maintenant un homme, la quarantaine, comme Marie, s'affiche au balcon, à gauche de la fille. Puis il interpelle les 2 visiteurs. « Beau gosse, Mohan de Saint-Germain, que fais-tu ici ?» 9. Mangeur de pierre. Au cours de son absence terrestre, Lucius n'a pas manqué grand-chose ici-bas. Surtout, il a échappé aux bassesses les plus effroyables les unes que les autres. Par exemple, les banques et les financiers, soutenus par les crazy puissances nucléaires, persistent dans leurs crimes environnementaux. Par exemple, la radio du collectif Paix verte, ce me semble, appelle pour une manifestation mondiale. Le but est de dire non au gaspillage des terres agricoles, ici, là-bas, ailleurs, partout. Par exemple, un projet de construction d'un centre commercial gigantesque est défendu par une candidate de l'extrême centre aux prochaines élections présidentielles françaises, motivée par les retombées économiques immédiates sur la région en question. Une centaine de nouveaux emplois seraient créés. Une embellie en cette période de chômage chronique endémique. Madame, si seulement vous mesuriez les dégâts sur la nature, vous oubliez que les fruits et légumes, censés être promus et vendus dans ce centre commercial ultramoderne, poussent sur des terres à base
d'argile. Il ne germe pas sur du béton. À ce sujet, Lucius est en train de préparer un coup sensationnel depuis la station spatiale. Personne n'est au courant, sauf Maxence et moi. Et mademoiselle Alba, paraît-il. Oui, il veut saisir son envol extraterrestre. Il veut marquer les esprits à des fins écologiques pour le bien de la faune et de la flore terrestre. Surtout, il est motivé plus que jamais depuis que le collectif Paix Verte a rapporté ceci. Des centaines d'hectares d'oliveraies sont menacés au Maroc, en Algérie, en Tunisie, pour tracer l'autoroute ouest-est. Projet financé par l'Europe. Au revoir, la vertueuse thérapeutique huile nouvelle de Kabylie. À ce rythme, les terres agricoles disparaîtront sous peu. L'humain sera contraint de manger des pierres. 10. Solidarité passante. En général, Maxence s'installe sur le trottoir de droite, rue Fontaine, à partir de 14 heures. Mais où dort-il? Où passe-t-il ses nuits et ses matinées? Cet après-midi, il est environ 14h19, le mendiant de la place Blanche dépose son carton, sa bouteille de bière et son sac. 5 minutes ou 10 minutes après, une jolie silhouette l'aborde. Vous ressemblez à un collègue connu autrefois. Ah bon? C'est vrai. Lui et moi, nous nous croisions à la cafétéria. Certaine, mais je n'avais jamais demandé son prénom, ni lui le mien. Il ne fallait pas. Mais vous êtes dans la rue depuis quand? Depuis toujours. C'est-à-dire, je ne sais plus. Vous avez exercé un métier auparavant? Mademoiselle, vous cherchez quoi au juste? Moi? Vous aider? Moi aussi je pourrais vous aider. Je ne le crois pas trop. Pourtant je vous tends la main. Mais c'est vous qui en avez besoin. Je ne le crois pas. Être dans la rue ne vous gênerait-il pas? Ce n'est pas une rue banale. La rue reste la rue. Je ne sais pas. Où dormez-vous? Chez moi, partout, nulle part. Vous avez un chez vous? Oui. Que manigancez-vous dans la rue, alors? Vous m'invitez ce soir? 11. Goût de luxe. Quelle nuit! Maxence n'a pas fermé l'œil de la nuit. La passante l'a effectivement invité chez elle. Le mendiant a joué le jeu jusqu'au bout, curieux de mesurer les calculs de la fille. Pour jauger la générosité de la fille, il s'est présenté à son adresse à elle en tenue de mendiant. Elle habite Vincennes. Il sonne au 12 rue des Écureuils. Il est 19h17. Elle lui ouvre, habillée en tablier plein de taches de peinture. Elle l'accueille ravie. Polie, elle lui propose de prendre une douche, s'il le veut bien. De fil en aiguille, elle lui offre une tenue d'homme pour l'habiller proprement de pied en cap. Il accepte. Elle lui montre la salle de bain. « Tu es chez toi, merci. Entre-temps, je rangerai mes pinceaux et mes toiles. Tu fais dans les arts plastiques, les beaux-arts? Si l'on veut, va, bonne douche. Je pourrais t'attendre. Pourquoi faire? Tu as les mains sales, le visage barbouillé. Et alors? J'aime partager, c'est-à-dire, partageons ce moment de tiédeur des peaux. Tu veux me frotter le dos? Et plus ceci peut être affinité électrique, élective. T'es coquin, t'es sexy, soyons sages, comme tu voudras. Après, je nous ferai à manger. Tu prévois un repas particulier? Surprise! Je ne suis pas difficile. Moi non plus. Bien que jadis, j'ai montré des goûts
pour le luxe. Oublions les minables stratégies humaines terrestres. Voyons la séance de méditation de Lucius, son évasion extraterrestre. Comme chaque jeudi soir, il est en train de se revoir en classe. L'institutrice sur l'estrade du préau inaugurait la fête de fin d'année. Elle appelait une chorale. Une fois le chœur bien en place, elle l'interrogeait. « Alors, quel joli et pittoresque cadeau le chevalier servant se doit-il d'offrir à sa princesse, par exemple, disons, au mois de février ?» La chorale s'enhardissait à chanter à gorge déployée. Elle mettait de la joie dans la salle des fêtes et les cœurs de leurs camarades et de leurs parents, venus exprès applaudir, fiers, leurs chérubins. Chantons. Au second mois de l'année, que donnerai-je à mamie de tourterelles, une perdriole qui va, qui vient, qui vole, une perdriole qui vole dans le bois. Chapitre 3. 3 ramiers au bois en mars. 1. Romains et Gaulois. Le lendemain, Maxence quittait la généreuse passante ou cette bénévole charitable. Il laissait tout l'apparat nocturne que lui offrait pourtant Alexa pour de bon. Il avait hâte de reprendre sa tenue de mendiant. Si jamais Alexa ne l'avait pas pris en photo, Maxence n'aurait pas cru s'être mis dans un style vestimentaire romain. Ses vêtements de surface, ses chaussettes, ses chaussures furent effectivement dignes d'un Romain du temps de César, comme raconté par Suétone. En effet, cette tenue sobre, romaine, choisie par mademoiselle Alexa, une habilleuse de cinéma, n'était pas luxueuse. Pas de manteau brodé, pas de tunique couverte de lourdes pierres tellement précieuses, pas de bracelet, pas de tunique soyeuse, pas de robe de chambre ou de pyjama brodé d'or tape à l'œil. Les chaussures étaient simples, vétustes, elles ne ressemblaient à rien, ni à des sandales, ni à des brodequins de prince régnant, mais Alexa posa sur le menton de Maxence une barbe dorée. Elle l'avait convaincu de porter en main le foudre, le trident ou le caducée ou ces attributs des antiques dieux romains. Lors de la dernière séance photo, Alexa s'était habillée dans un costume de vraie Vénus. Puis, elle remettait une réplique de la cuirasse d'Alexandre le Grand au mendiant de la rue Fontaine. À quoi jouait-elle? Maxence lui avait obéi, sans poser la moindre question. À la fin, elle lui dit « Puisque tu as été bon, tu mérites une belle récompense. J'ai une seule envie, dormir. Viens dans ma chambre parfumée au musc. Jetons-nous sous les draps. Ne soyons ni Romains, ni Gaulois. Soyons dans notre simple appareil. » 2. Des yeux ravissants. Maxence ne m'a pas tout dit sur sa nuit costumée chez Alexa. Il ne lui a pas du tout parlé de lui-même. À l'en croire lui, la passante, Alexa, était certaine que le mendiant de la rue Fontaine et elle avaient fréquenté la même cafétéria d'entreprise. Mais elle le reconnaissait, les années avaient passé, les visages changent. Elle-même aurait changé complètement, du tout au tout, au bout de 5 ans. Apparemment, elle avait, depuis 4 ans, quitté la société où jadis elle prétendit avoir croisé Maxence. Licenciement. 1 année plus tard, elle accusait une fausse couche. Puis, un divorce s'en était suivi. Et depuis 3 ans,
Elle est versée dans le cinéma, tantôt comme habilleuse, tantôt comme hôtesse d'accueil du public pour certains talk-shows de la télévision. 2 fois par semaine, jeudi et vendredi la nuit, elle chante dans un bistrot dit branché rue Le Pic, tout près du Moulin Rouge. Depuis quelques mois déjà, elle aurait, à l'écouter, depuis quelques mois déjà, remarqué Maxence, ses cartons et sa radio, souvent collés à l'oreille. Plusieurs fois, elle serait venue le rencontrer vers midi en vain. Et c'est normal, l'absence du mendiant de la rue Fontaine Place Blanche, étant donné qu'il n'investit sa portion de trottoir qu'en début d'après-midi à partir de 14 heures. Quelques semaines après avoir invité chez elle Maxence, oui, Alexa lui réitère son hospitalité renouvelée. « Serais-tu libre cette nuit ?»« Avec plaisir, chère colombe de mes poésies. Tu es devenue poète, à ce que je vois. Depuis toujours, je le suis dans l'âme. J'aurais une surprise. Laquelle, jolie, généreuse fée? Tes yeux me ravissent. » 3. Corbillard arrosé. Le retour sur terre pour Lucius est prévu pour dans 3 mois. Il reviendra après les élections présidentielles françaises et les libres législatives algériennes et le beau match retour de Coupe d'Europe entre Barcelone et Paris. En attendant les retrouvailles entre Maxence et son camarade cosmonaute, la routine fait son chemin et son burlesque cinéma ici-bas. Surtout la presse ne cesse de révéler de sordides affaires de corruption et de conflits d'intérêts, ici, là-bas, ailleurs, partout. En tout cas, en France, 2 candidats pourtant donnés favoris par les sondages traînent une nouvelle casserole chaque matin. Le tribunal de la probité vient de les convoquer. Les 2 prévenus refusent, forts de leur immunité parlementaire. En prévision de ces joutes électorales, les alliances vont bon train. Le jeune candidat du Candide courant en marche du centre gauche-droite vient de recueillir les faveurs du maire de Pau, le Béarnais, grand amateur de béret basque. Belle prise pour le jeune lionceau, le Golden Boy, l'étoile montante de la scène politique nationale trop vieille. En face, la gauche est en train de creuser sa tombe. En tout cas, le vainqueur de la prétendue jolie, belle alliance populaire, sensibilité gauche de la gauche, vient d'être rejoint, épaulé par le candidat des écologistes. Malgré ce ralliement encourageant, ce n'est pas encore gagné pour le petit Ben, brestois, breton, et son revenu universel. En effet, il fait rudement face à un tribun concurrent, de gauche, comme lui, le petit Ben donc. Le tribun, ou le monarque beau parleur, du mouvement La France insoumise, va lui aussi droit dans le mur. Il a récemment comparé le Parti socialiste, instigateur de la primaire de la belle alliance populaire, ayant élu M. Ben, oui, il l'a comparé à un morne corbillard. Toutefois, hier, il a retourné v'lan sa veste révolutionnaire, disposé pour négocier avec le petit Ben, en vue de quelque consensus, pour faire gagner la gauche, et former un front de gauche, unique. C'est sûr, sans une union de ce type, la gauche éparpillée ne battra pas les 2 courants de la droite, extrême droite et droite dite républicaine, sans oublier le parti du Nouvel Ordre en marche, celui du Golden Boy. Et ce soir le tribun, monté de rechef sur ses ergots égoïstes, refuse tout dialogue avec Ben.
Cher mon bon monsieur, dans quelques semaines, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Vous serez transporté dans un corbillard, à votre tour, cosmique. Bonjour la retraite. L'arroseur est toujours arrosé, n'est-ce pas? 4. Femme généreuse. Sur Terre, chez Alexa et Maxence, la soirée est assez douce. Le froid glacial, polaire, en train de se dissiper et le dégel engagé. Notre couple, nouvellement constitué, bien que cela se soit passé avec une relative fusion, a marché pendant plus d'une heure dans le parc floral de Vincennes. Au cours de cette flânerie, le garçon a montré une position taciturne. Alexa, dès le départ, s'est mise à parler d'elle, son passé, son bébé gâché, son licenciement, son dégoût des patrons et des petits chefs, et son nouvel espoir, son passe-temps, à peindre des aquarelles joyeuses d'hommes, de femmes en train de végéter dans la rue, seuls ou bien avec leurs enfants, leurs chiens. Bien sûr, elle a aussi insisté sur sa joie d'avoir pu être acceptée par Maxence. Ce dernier l'écoute, sans lui répondre. Au bout d'une dizaine de minutes à parler à sens unique, Alexa paraît enfin avoir senti le silence inquiétant de l'ancien mendiant de la rue Fontaine. À son tour, elle s'est tue. Puis, elle laisse tomber sa conversation unilatérale, si l'on veut. Au bout de 4 minutes environ, le garçon la relance. Alors, rien à dire? À signaler? La vaine tentative du garçon pour ranimer la parole chez Alexa n'a pas eu l'effet escompté. Ça ressemble au dernier éclat, faible, de la flamme mourante, d'une lumière en train de s'éteindre. Maxence a senti comme une douleur, un chagrin, une apathie, un spleen, et le voilà pour la première fois gêné, triste, devant le silence suspect inhabituel de mademoiselle Alexa. « Alors, je t'ennuie à ce point, jolie colombe ?» Une lueur joyeuse traverse les yeux de la fille suite à la « jolie colombe » envolée de la bouche de l'ancien mendiant de la place Blanche. Elle sait parler en son fort intérieur. Il commence à m'aimer. Je ne dois pas trop me découvrir. Les femmes difficiles, ça, oui, incontestablement, attirent les mecs de tous horizons. 5. Job de mendiant. Maxence se répète « Joli cœur, tu penses à quoi? Tu n'as rien à dire ?» Le voilà comme traversé par une brise glacée dans le dos. Tout son être a frémi, après avoir lu dans les yeux d'Alexa un vrai sourire moqueur, un fin sourire timide. Alors, le film de ces 20 dernières années, des moments désagréables, ses chagrins, ses objectifs manqués, ses créations littéraires moquées par les cercles fermés, coincés, biaisés, du microcosme culturel parisien, algérois, berlinois, new-yorkais, genevois, londonien, tout ce qui ces années-là l'avait offensé, parfois poussé au geste ultime, la macabre Al-Jarima, ou le crime de soi contre soi, tout ce sombre passé lui est revenu sur les allées du parc floral de Vincennes. Tout ça, l'espace d'un silence féminin, celui d'Alexa, ce moulin à paroles, est en train d'agiter son âme. C'est vrai, après avoir emménagé en compagnie d'Alexa, il a repris du poil de la bête, comme la doxa dit. Oui, il ne se sent plus muselé. Le désespoir la fuit. De nouvelles perspectives s'affichent, coruscantes, multiples, sur le tableau de bord de son vaisseau terrestre, en train de suivre la boussole de sa destinée. Et comme le bien appelle le bien, son recueil de poésie est accepté par les éditions
Beaubourg, Abride, éditeur. En outre, Lucius lui a promis hier, par un SMS spatial, un poste à l'agence spatiale parisienne, un poste en freelance. Maxence s'occupera d'alimenter l'éditorial du futur magazine d'astronomie lancé l'année dernière par notre cosmonaute parisien. De plus, Alexa propose à son hôte une séance vernissage. Elle exposera ses toiles, et Maxence accompagnera chaque toile d'une poésie appropriée. Mais quel est réellement le dernier job du mendiant du Rouge Moulin? C'est quoi sa vraie histoire? 6. Les amours de Jean Argaz. Incroyable, mais vrai. Au moment où Maxence est en train d'être enveloppé par le noir spectre de son douloureux passé, Alexa se voit plongée dans la visualisation de ses propres séquences bien lointaines, noires, tristes et bien apathiques. Contrairement à la plongée de Maxence, celle de mademoiselle Alexa est allée assez loin. Elle fouille dans les années adolescentes de l'artiste peintre, de l'habilleuse intermittente, la fille de Vincennes. Elle avait 16 ans et se préparait à quitter le collège pour le lycée. Son drame venait de l'être aimé. Jean Argaz, son flirt, pendant 4 ans. Celui-ci, orphelin et fils unique, était fort contraint par sa sœur aînée de quitter sa scolarité. Il devait s'occuper de la ferme familiale, fournir la nourriture à ses 4 jeunes sœurs. Il se substituait au rôle de mère et de père, tous les deux décédés au cours d'un accident aérien dans les Alpes italiennes. Alexa ne le reverrait plus. Livrée à d'étranges sentiments, elle passait un été morose interminable, une passion incandescente pour Jean Argaz l'avait rongée. Tout lui apparaissait très morne, désespoir et tunnel sans fin. Elle avait cherché un remède dans la lecture. Au cours de l'une de ces évasions livresques, elle crut avoir déniché le joli remède, efficace, l'antidote à sa passion dévorante pour l'élu de cœur éloigné. Ce remède était la télépathie ou bien une sorte de transmigration des âmes. Dès lors, elle se renfermait dans sa chambre dans le noir, elle convoquait l'ange bienfaisant. D'après ses lectures, un ange, une sorte de pont, de passerelle, existe. Et une fois convoqué, cet ange rétablissait la liaison rompue entre les deux bien-aimés, séparés, éloignés. Alexa se mettait à parler à Jean Argaz, heureuse pendant des heures, jusqu'à ce que nuit s'ensuive et que sa sœur la sollicite pour l'aider à faire la vaisselle du soir. 7. Un clapping islandais. À la fin de l'été, Alexa entrait au lycée. Là-bas, elle se liait d'amitié plutôt avec des filles. C'était un lycée filles. Bien sûr, des professeurs l'avaient draguée, mais elle ferma les 2 yeux et ne donnait jamais suite à leurs galanteries drôles, variées. De temps en temps, des bruits lui parvenaient sur la nouvelle existence de Jean Argaz. Elle se rendait compte qu'il occupait encore une bonne parcelle gorgée de sang rouge vif dans son fragile cœur d'artichaut. Elle se déchargeait sur une camarade, à ses yeux, de confiance. Anne Frida, une fille de militaire pacifiste, tout à son écoute, lui conseillait d'imaginer un journal entre elle, Alexa, et son être aimé, Jean Argaz. Allait-elle tout inventer, ou plutôt décrire, seconde par seconde, ces 4 années amoureuses au collège des Icoufènes, en compagnie
de Jean Argaz. Longtemps secret, personnel, son journal devait être révélé justement par Anne Frida, devant toute la classe, à la fin de la première année de lycée. Alexa avait rougi, sans en être fière. Cela datait de la remise des copies de la dissertation de langue française. Le but était d'écrire en français et en anglais dans le même texte. Le vrai objectif résidait dans le choix du mot le plus pertinent, dans un contexte donné, un mot anglais ou français. Alexa décrocha la meilleure note. Mademoiselle Henny Sophie l'avait félicitée élogieusement. Anne Frida se levait. Le souffle coupé, elle dévoilait un secret journalistique. Mademoiselle, c'est normal. Elle dispose de l'expérience requise. Son journal personnel date de la 6e. Il comporte 7 cahiers. La classe avait longuement applaudi. Un clapping assez mémorable. Alexa s'en souvient encore. Dès le premier cahier, elle s'était attardée sur leur premier baiser. Agent Argaz et elle, les yeux gris-vert du garçon, son goût pour le piano, sa timidité, sa fidélité, sa facilité à créer des bribes de poésie, à la japonaise. 8. Les impôts des rues passantes. Après avoir quitté le parc floral, Alexa et Maxence rentrent à pied à la maison de la rue des Écureuils. Ils prennent la douche, l'une, Alexa, à la suite de l'autre. Dîner à 20h, puis ils sortent de chez eux. Vers 22h, ils vont porter une couverture à la famille gitane, naguère voisine du mendiant. Alexa avait offert aussi un cahier vierge de coloriage aux 2 enfants, une fille de 2 ans, un garçon de 3 ans. La maman et le papa devaient avoir 30 ans, au maximum. Très bien portant, comme un bijou de charme. Alexa de leur dire « Voulez-vous travailler ?» « Oui et non, a répondu le père. »« Monsieur, vous êtes un roc ?» a dit Maxence. « Je veux bien jobber » a dit le papa. « Et alors ? Qui gardera ma femme et mes enfants ? Je vous laisserai le second étage. De votre maison ? Oui. Comme ça ? Votre femme m'aidera dans le ménage et la vaisselle. Je la paierai 12 € de l'heure. Vous, de votre côté, je vous trouverai un job, comme vous dites dans le bâtiment. Avec vos 2 salaires, vous paierez le loyer de la location du second étage. Ce loyer sera égal au tiers de vos 2 salaires réunis. Par la suite, quelques mois après, je rédigerai vos CV actualisés. Vous volerez vite de vos propres ailes. En parallèle, oui, je vous accompagnerai assidûment dans vos démarches pour obtenir un logement social. Mais notre famille ne sera pas d'accord. Notre chef dit que ce ne sera pas rentable, que nous allons payer beaucoup d'impôts, que notre vie privée sera affichée chez les banques et les services secrets américains. D'ailleurs, nous ne sommes titulaires d'aucune pièce d'identité. Nous n'avons souscrit à aucune nationalité. Notre communauté refuse tout flicage. Nous errons de pays en pays, la terre appartient à tous ses enfants. Peu importe le choix de vie des uns et des autres. Vivent les citoyens du monde sans frontières. Nous refusons d'être taillables et corvéables à merci. 9. Langue nouvelle, mais dialogue de sourds. Alexa garde toujours sa dissertation franglaise. Le sujet portait sur la vie de Claude, un empereur romain. Son existence fut rapportée dans Vie des 12 Césars, écrit par Suétone. Alexa avait lu ces biographies,
œuvre de Suétone, ce contemporain de Tacite. Il s'agit de 2 plumes dont les œuvres portent sur la même, identique époque et si fascinante, celle des premiers empereurs, de la ville éternelle, Rome. Il paraît que l'œuvre fulgurante de Tacite écrase celle de Suétone, qualifiée parfois d'œuvre sinon médiocre, du moins mesquine. Ne nous éloignons pas de l'objectif initial. Disséquons la dissertation de mademoiselle Alexa. Au départ, la prof de cette nouvelle langue scolaire, le franglais, avait distribué un texte bilingue. Il concernait la biographie de 2 empereurs romains, Claude et Tibère. Mais Alexa, malicieuse comme elle était, avait été aidée par sa tante, Marie Noira. Celle-ci, en son jeune temps, avait écrit une excellente dissertation analogue, même 2. La première, en anglais, concernait une succincte biographie d'un Européen romain, Auguste. La seconde, en français, déroulait la vie d'un second empereur romain, lui aussi, à savoir Caligula, ce jeune empereur fou, psychopathe, barbare et sanguinaire. Il serait même affecté d'incontinence dite affective, paraît-il. Alexa remerciait sa tante. Celle-ci la mettait en garde. « Tu risques d'aller hors sujet, ma belette. »« T'inquiète pas, chère madame ma tante. Je décline toute responsabilité en cas d'un 0 pointé. »« Mon astuce est déjà prête. »« Je t'écoute. » Comme le contexte a trait au même sujet, l'Empire romain, je fusionnerai tes 2 excellentes dissertations. Tantôt je choisirai une description anglaise, tantôt une séquence de biographie en français. Même si donc, à la base, ta première rédaction parle de Caligula et l'autre d'Auguste, ma dissertation franglaise, ainsi produite par croisement, dira avec brio, malice, la vie de Claude. Personne, oui, ne s'en rendra compte. La prof, bien que mes vérités soient fausses, ne me tiendra pas rigueur. Le but sera de manier bellement la langue nouvelle, pédagogique scolaire, universelle, le franglais. 10. Jeunesse corvéable à merci. Ce midi, après plus de 3 heures dans son atelier, Alexa nage dans un bonheur bien réel. Après environ plus de 2 mois de persévérance, elle a réussi son aquarelle. Le thème porte sur les nouveaux livreurs de nourriture à domicile. Ils ont envahi les rues, surtout les trottoirs de Paris. Ils pédalent follement, pressés de réaliser le plus grand nombre de tournées pour un gain optimisé de top à top. Ils courent sans respecter le code de la route, ils montent sur les trottoirs et bousculent les foules, enfants, poussettes, vieilles et chiens guides d'aveugles. Sans le moindre scrupule ni gêne, ils oublient qu'ils jouent avec leur vie et celle d'autrui. Alors, 3 mois de cela, Alexa était allée vers 10 heures à la librairie des Pinceaux. Elle s'approvisionnerait en outils utiles pour la chose qui peint et dessine. Le soleil brillait, Alexa, encore plongée dans un demi-état de sommeil, accueillait péniblement la lumière, pourtant douce, de la journée. Son réveil n'était pas total. Une fois ses courses plastiques faites, elle quittait la librairie. En descendant la rue Camaïeu, sa tête lui faisait encore très mal, son demi-état de réveil persistait. Juste au coin de la rue des Esquimaux migrateurs, parallèle à l'avenue des Esquisses galbées, une panique avait saisi Alexa.
Elle le savait bien. Son sixième sens, acquis, forgé, grâce à ses régulières séances de méditation toutes ces années-là, jamais ne la trahissait. Ce moment de doute, de trouble, de panique était un présage à quelque malheur imminent. À peine était-elle sortie de cette analyse, un choc brutal se fit entendre au loin. Puis, silencieuse et sans préjugés, la mort. Un attroupement se forma très vite. Alexa accourut dans la direction de la foule. Un jeune cycliste, livreur à domicile de l'enseigne Food Express, venait d'être heurté par un bus. Mort sur le champ, mort désormais illustré par l'aquarelle d'Alexa. Pour innover, elle avait demandé à Maxence d'accompagner ce dessin mortel par une illustration textuelle, une poésie, un haïku peut-être. Elle rendait hommage à la jeunesse trompée, exploitée par le système capitaliste. Elle militait pour que cesse immédiatement cette boucherie, cette mascarade commerçante. Si seulement le gouvernement songeait à des politiques d'insertion honorable des jeunes, par une offre d'emploi durable ou, pendant une période transitoire, par l'octroi d'un revenu digne, nécessaire le temps de voir les plus faibles remettre le pied à l'étrier, un revenu temporaire ou bien universel pour tous les âges de la vie. Oublions les minables stratégies humaines terrestres. Voyons la séance de méditation de Lucius, son évasion extraterrestre. Comme chaque jeudi soir, il est en train de se revoir en classe. L'institutrice, sur l'estrade du préau, inaugurait la fête de fin d'année. Elle appela une chorale. Une fois le chœur bien en place, elle l'interrogeait. Quel pittoresque et galant cadeau le chevalier servant se doit-il d'offrir à sa princesse, par exemple au mois de mars? Du resplendissant printemps, la chorale s'enhardissait à chanter à gorge déployée. Elle mettait de la joie dans la salle des fêtes. Elle mettait du baume au cœur des parents, venus exprès impatients applaudir fièrement leur chérubin. Chut! Honneur aux jeunes pousses, chantons! Au troisième mois de l'année, que donnerai-je à mamie? 3 ramillés au bois, 2 tourterelles, une perdriole. Qui va, qui vient, qui vole? Une perdriole qui vole dans le bois. Chapitre 4. 4 canards volant en l'air au mois d'avril. 1. Orphelin moustachu. Alexa ne lâche pas Maxence. Elle vient souvent le voir sur les coups de 20 heures. Parfois, elle l'invite au restaurant chinois de la rue Blanche, limitrophe. Ils y mangent des nouilles juteuses, dites nouilles vivantes, pour appuyer le cachet pâte fraîche préparée sur place par la maman de Lisa, une adorable fillette de 6 ans. Comme Lisa adore raconter des histoires à mademoiselle Alexa et Maxence, une fois elle leur a dit « Alors, quand allez-vous donc vous marier? Vous n'allez quand même pas jouer au chat et à la souris toute la vie ?» Et oui, la vérité sort de la bouche des enfants, dit-on. Pour le moment, Alexa et Maxence ne sont pas arrivés au stade du mariage. En revanche, Alexa espère vivement voir le mendiant de la rue Fontaine arrêter de poser son pied de grue et cesser sa mendicité active solidaire. Incroyable! Depuis l'arrivée d'Alexa, les rares pièces que lui jettent les bonnes âmes, il les garde jalousement. Il les utilise pour offrir timidement un dîner à mademoiselle Alexa. Par 2 fois, il lui a généreusement envoyé un joli bouquet de roses multicolores du Kenya. La première fois, le lendemain de la fête commerciale dite des amoureux, la Saint-Valentin, la seconde à l'occasion de l'anniversaire de mademoiselle Alexa. Maxence, avant de connaître mademoiselle Alexa, donne, à la fin de son squat rural à Vachy, sur ses cartons renouvelés chaque jour, sa recette à 2 enfants roms
installé en famille, à 10 mètres de distance, loin de Maxence. À la base, le mendiant de la rue Fontaine, de la place Blanche, n'adhère pas tout à fait au style de vie de certaines gens du voyage ou de certains accidentés de la vie dits fragilisés. Ça le choquait, ça le meurtrissait beaucoup de voir des papas bien baraqués, en train de tendre la manche, entourés de leur bébé innocent de quelques mois. Il paraît que ces papas ne sont pas du tout prêts à changer leur fusil d'épaule. Il paraît que chez ces populations d'ici d'ailleurs, la devise serait très simple. Mendiant un jour, mendiant toujours. C'est comme le dicton kabyle, infantilisant. Orphelin depuis l'enfance, orphelin toute la vie, même moustachu, barbu et père de famille. Les clichés nous suivent partout. 2. Franchir le Rubicon. En attendant le retour des cosmonautes chez eux parmi nous, la campagne électorale tarde à prendre son noble essor, vêtir son régalien costume. Un opposant au candidat du parti dit de la finance n'est pas allé ce matin de main morte. Au cours d'une émission chez Bichou, le chroniqueur de la matinale radiophonique, cet opposant rappelle les anciennes casseroles du candidat de la finance. Souvenons-nous, autrefois, Maxence, journaliste sensationnel, n'avait-il pas attaqué la femme ou la sœur d'un Premier ministre ? Que lui reprochait le mendiant de la rue Fontaine ? Document à l'appui, il révélait que ce Premier ministre l'avait déclarée comme assistante parlementaire à l'insu même de la concernée. Le pire, toujours preuve à l'appui, le journaliste web, en quête de scandale, fit parler la soi-disant assistante en face d'une caméra. Gentille, collaborative, elle lui affirmait: « Je suis une femme d'intérieur, femme au foyer, un point et c'est tout, la politique, c'est une affaire d'homme, capable de donner des coups tordus machiavéliques. » Et le pire du pire, son salaire de 100 000 € environ avait été versé sur le compte de son conjoint. Le calculateur va. Et le pire du pire, ce compte avait été créé dans une banque des îles jadis dites bananières, pour ne pas dire paradis fiscal. Et ce matin, devant le micro de la matinale de Bichou, cet opposant rafraîchit la mémoire des auditeurs, des auditrices. Il fait allusion mordicus à cette évasion fiscale. Il invite son concurrent, malhonnête, à se désister, afin de ne pas salir l'honneur de la patrie, pour garder saine, sauve, la probité du personnel politique. Mais Alexa et Maxence parlent de serpents de mer quand on leur parle de la probité de l'humain dans toute sa splendeur. À peine l'émission était-elle arrivée à son terme, un vif express communiqué du secrétariat du Sénat, la Chambre des sages, porte plainte contre cet opposant. Il met en garde la justice à plus de retenue. Il lui recommande une sorte de trêve judiciaire, si l'on veut, requise le temps de cette campagne électorale en cours. Alexa et Maxence sont choqués par ce communiqué. Ils le qualifient d'immature, d'irresponsable. Et je cite Alexa et Maxence: « Des sages, sans respect pour la justice, ça alors. Ça n'augure d'aucune unité nationale. Ça risque de mettre de l'huile sur le feu. » Les extrêmes de gauche, de droite seront bien réconfortés dans leur position à la hussarde. Ils sont, oui, prêts à franchir le Rubicon, mettre la patrie à feu, à sang. 3. Ulysse, la ruse incarnée.
Là-haut, Lucius a changé ses habitudes. Il consacre ses pauses aux mythologies grecques. Il vient de prendre une décision. Enfin, il lira la fameuse mythique Odyssée du début à la fin. Jusque-là, il l'avait lu en extrait en diagonale, si l'on veut. Dès les 5 premières pages de la préface, sa tête lui fait mal. On dirait un mal de dents rageant, mais il tient bon. En ligne de mire, il vise à maîtriser enfin la généalogie des personnages et la géographie de cette odyssée maritime. Plus tard, il voudrait mémoriser les traits physiques et psychologiques de chaque figure homérique, pour ainsi dire. Lucius peine à lier ces figures entre elles. De fil en aiguille, il relit la préface encore par 2 fois. À la 4e lecture, il finit euphorique par avoir intérieurement ruminé la formule porte-bonheur « Yes, we can » et laquelle formule « Yes, we can » l'encourage pour aller de l'avant. « Oui, dis-je, il a réussi à mémoriser ses filiations, ses relations. » Hélène était la fille de Zeus et de Léda. Immensément belle, disait-on. Paris, de la ville de Troie, était le fils voluptueux de Priam. Paris avait kidnappé la belle Hélène. Ménélas était l'infortuné mari de la beauté enlevée. Agamemnon était le frère de Ménélas. Achille et le roi des rois Agamemnon s'étaient querellés. Et s'en était suivi la mort d'Hector, le valeureux fils combatif de Priam, sous les coups sans pitié d'un Achille furax, décidé à venger la vie envolée de son fidèle kropotkinesque ami Patrocle. Achille ne connaîtra jamais la conquête de Troie. Il ne reverra jamais sa Ptie natale. Au fier Achille, Homère oppose Ulysse, le prudent. Agamemnon avait captivé une princesse troyenne après la prise de Troie, la princesse Cassandre. Iphigénie était la fille sacrifiée d'Agamemnon. Pénélope était l'épouse fidèle du prudent Alice. Télémaque leur fils. Ce dernier, parti sur les routes de Pylos et Sparte, courait derrière les traces de son géniteur, son père disparu, enlevé par quelque sirène, une sorcière des mers. Sur l'île de Calypso, Ulysse, sur ses gardes et méfiants, refusait ambroisie et nectar, ses prétendus élixirs de jouvence. Prudent Ulysse va. Un figuier, selon Homère, a sauvé Ulysse de Charybde. Une branche de l'arbre à la double ramure préservera la nudité du père de Télémaque. Sa pudique nudité, que le sexe apile gourmand sauvage de Nausicaa, la croqueuse de messieurs, convoite. Le père d'Ulysse se prénommait Laërte. Pour Homère, Ulysse était la ruse incarnée. Un point, c'est tout. 4. Gobelin versus ange gardien. Au commencement de l'histoire, le hasard amena mademoiselle Alexa vers une source bien bénéfique pour l'esprit et par ricochet pour son corps. Comme chaque soir elle lisait. Cette fois-ci, sa lecture, un thriller, parle de pépites en sommeil, en chaque homme, en chaque femme, en chaque animal ou végétal peut-être. La pépite en question dort jusqu'à l'instant où son heureux propriétaire, son heureuse propriétaire la secoue pour la révéler au grand jour. D'après ce thriller, cela est possible grâce
à un exercice quotidien, la méditation. Alexa, à la fin du chapitre méditatif donc, voulait imiter Sophia, la narratrice des Momeries ésotériques, ou le titre de ce thriller de réalisation personnelle. Dans sa chambre, Alexa ferma les volets. Elle éteignit toutes les lumières. Puis, elle mit la radio sur la fréquence jazzy qu'elle stoppait au bout de 3 morceaux musicaux. Toute la famille dormait, ça tombait bien. Silence complet puisque la télé du salon aussi était muette. Situation idéale, confortable, efficace pour méditer, entendre sa voix intérieure, dénicher la lanterne merveilleuse, ce sésame capable d'orienter Alexa vers une bonne voie, celle des équilibres entre le yin et le yang. Il paraît que ces équilibres sont les plus grands absents dans nos sociétés matérialistes. Bien loin d'être civilisés, quoi que l'on entende, par-ci, par-là, les politiques populistes, les conservateurs, les religieux bornés, parler de choc des civilisations, erreur, paradoxe. Pour que ce choc frontal, prétendument civilisationnel ait lieu, il faudrait quand même que la notion de civilisation soit avérée, attestée. Alexa, les yeux fermés, dans le noir, ne pensait à rien. Tout en s'écoutant, elle se vit en train de voler dans les airs. Aérienne, elle chassait ces vieux démons cosmiques. Oui, c'est beau, joli, merveilleux, oui, ça y est. Elle apercevait un gobelin juché sur un cheval multicolore. Sur un nuage, Alexa, mue par une sorte de force de l'esprit, commandait un orage à dame nature. Orage terrible. Le pauvre gobelin effrayé et son cheval en train de hennir appelaient au secours. Le petit gobelin suppliait. « Je suis prêt pour me convertir en ange gardien, chasser tes démons, te protéger. » 5. Gide dans le flou artistique. Maxence est là, derrière la porte de mademoiselle Alexa. « Jolie colombe, que se passe-t-il » ?»« Juste un étourdissement banal. Ouvre. Je mets la lumière d'abord. » « Tu étais dans le noir ?»« Je jouais à convoquer les âmes, celles des morts, et des vivants, ou des revenants fantômes. Je t'ouvre. » Maxence entre dans la chambre de mademoiselle Alexa. Ça sent le musc, et c'est tout. Tout est en ordre. Le visage de sa jolie colombe est serein, ses cheveux coupe psycho sont en place, elle n'est pas en pyjama ni en chemise de nuit, elle est habillée en tenue de jour, jean et basket, son lit n'est pas défait. En revanche, Maxence remarque 3 oreillers noirs, blancs et roses sur la tête de lit d'Alexa et 2 livres. Volumineux, le premier est un usuel de réalisation personnelle, à en croire Le bonheur en Himalaya, ou son gros titre. Le second, ou L'immoraliste, ou ce livre flou, écrit par le grand Nobel. Alexia d'anticiper les questions de Maxence. « Je ne comprends rien à Gide. »« Apaise-toi, ma chère sœur. »« Mon frère, je préfère Jolie Colombe plutôt, comme tu voudras. J'étais en train de lire et de méditer à la fois. Sais-tu que les songes disent faux? Je parle de méditation, non de songe. Et tu lisais dans le noir? Gide a mal posé le problème. En échange de quel beefsteak, de quelle récompense, le mari fait-il périr sa femme, pourtant adorée? Gide définit mal sa théorie. Tu aurais dû éviter de mélanger morale et
spiritualité. 6. Héritage dangereux.